Salut chers abonnés, bienvenue sur la page de Missola officielle. Je suis là aujourd'hui, toujours avec Ganiat. Comment ça va? Ça va bien, Jannick. Alors, si vous êtes nos fidèles abonnés, nous vous saluons. Et si c'est la première fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la résistance aux antibiotiques. Alors, Ganiat, quelle est l'origine ou bien la cause de la résistance aux antibiotiques? Merci, Jannick, pour ta question. Nous remercions nos chers abonnés, nos fidèles abonnés, ceux qui nous suivent depuis très longtemps. Nous te disons merci. Alors, nous avons plusieurs causes de la résistance des antibiotiques, qui est aujourd'hui un problème assez important qu'on vit aujourd'hui à l'hôpital, partout dans le monde. C'est un problème mondial et dont l'OMS aussi fait son effort pour pouvoir éduquer la population et aussi le personnel médical. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les antibiotiques qu'il faut prescrire par rapport à une pathologie donnée ne répondent plus. Alors, nous avons plusieurs causes. D'abord, la toute première cause, c'est l'automédication. C'est quand on se prescrit soi-même des médicaments. C'est-à-dire quand j'ai un mot de tête directement, je dis je prends pareil antibiotique. Voilà. Donc, déjà en consultation, on reçoit les patients. Je vais parler fort, hein. Docteur, tu as le fichier muet. Il a mon antibiotique de lumière, nous t'as mis. Non, ce n'est pas ça. Maux de tête ou fièvre n'est pas forcément égal à qu'il y ait une infection. Donc, ces patients-là, généralement, prennent déjà des médicaments à la maison. Même quand tu demandes le traitement antérieur, et quels sont les médicaments que vous avez pris à la maison avant de venir, on va te citer 4 à 5 antibiotiques par rapport à leur maux de tête. Donc, déjà, il y a le fait qu'on fait le traitement soi-même à la maison, qui est la première cause de cette résistance-là, parce que on ne donne pas forcément l'antibiotique qu'il faut, ni la dose. Donc, c'est ce qu'on appelle l'automédication. La deuxième, c'est les conditions économiques défavorables, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas ceux qui ont une économie défavorable, les pauvres, les gens qui vivent dans des milieux défavorables, sont des gens qui sont beaucoup plus susceptibles à développer des infections. Et donc, ces mêmes personnes prennent eux-mêmes des médicaments qui ne sont pas adéquats à la maladie qu'il faut. Alors, il y a une étude ougandaise qui a montré que la pauvreté est responsable des arrêts prématurés des traitements chez certains patients ou partage d'une dose unique de traitement entre familles. C'est-à-dire, cette étude a montré que dans la population pauvre, ces personnes-là arrêtent prématurément leur traitement parce qu'il n'y a pas d'argent par rapport au traitement de l'antibiotique qui doit couvrir peut-être 10 jours ou c'est pas 14 jours. Déjà à 2 jours, 3 jours, ils arrêtent. Ou quand ils payent la plaquette, comme ils sont nombreux, ils se les partagent. Nous avons aussi la mauvaise qualité des médicaments. Voilà. Il y a plein d'antibiotiques dont le principe actif n'est pas vraiment dosé. Là, je parle à l'encontre des laboratoires qui produisent les médicaments. Voilà, nous sommes médecins. Il faut aussi dire que les laboratoires, tous les laboratoires ne sont pas certifiés. Oui, parce qu'il y a des laboratoires clandestins qui fabriquent des médicaments de rue, surtout parce que ce n'est pas vraiment la ceux qui font la contrefaçon. C'est ça. Donc, oui. Ces médicaments ne sont pas vraiment dosés. Donc, la mauvaise qualité de ces antibiotiques qui ne sont pas très bien dosés, le principe actif qu'il faut pour pouvoir tuer une bactérie donnée n'est pas respecté. Donc du coup, cette personne prend l'antibiotique, mais ça ne marche pas. À compter que l'organisme a sa mémoire qui enregistre déjà, tu as parlé tout à l'heure, la capacité à ce que ces bactéries ont de ne plus répondre à ces médicaments-là. Donc du coup,
métabolisme ne répond plus à ça. Nous avons également la mauvaise conservation des médicaments. Nous sommes dans un pays, je vais dire, pauvre. Voilà. Donc, est-ce que dans les stocks pharmaceutiques ou dans les entrepôts où on conserve les médicaments, est-ce que la conservation est bien conservée? Dans mes recherches, j'ai vu que la chaleur et l'humidité, par exemple, dénuisent l'efficacité des antibiotiques. Donc du coup, est-ce que c'est respecté? Il y a tous ces facteurs-là qui sont là. Et la dernière dont j'aimerais parler, c'est par rapport à la compétition, à la promotion des médicaments, surtout de nos chers délégués qui viennent de te prescrire ça, prescrire ci, prescrire ça. Nous n'avons pas toujours, comme tu viens de dire, la certification de leur laboratoire par rapport à ce qui marche. Et cette compétition qui est là, et je fais aussi un appel à nos chers collègues, c'est pas parce qu'un délégué vient prescrire ça, ça marche. Donc il faut d'abord faire soi-même, comment dire, son expérience avec ce médicament, avec l'antibiotique, pour voir si ça marche ou pas. Donc voilà moi quelque chose dont je... Merci Ganiat. Donc pour résumer, le problème d'antibiorésistance, ce n'est pas que chez les patients. Ça dépend de nos médecins, des pharmaciens et aussi de ceux qui consomment le médicament. Donc vous ne savez pas quel médicament prendre pour telle chose. Vous avez les maux de tête, ça ne veut pas dire que c'est une infection. Donc que ce soit la dose, que ce soit quel type d'antibiotique prendre, vous ne le savez pas. Donc, n'en prenez pas. Chez nous, les médecins, ce n'est pas parce que je suis en partenariat avec un délégué que je dois forcément prescrire son médicament à tout bout de champ. Et aussi chez nos amis pharmaciens, sans ordonnance, pas d'antibiotiques. Merci, Joanne. Je ne te coupe pas parce que tu as touché un point sensible. Franchement, je sais que nous-mêmes, médecins, on dit quand vous êtes malade, venez voir votre médecin ou votre pharmacien. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, quand un patient, un monsieur lambda, là, dans une pharmacie, je sens la fièvre, j'ai les courbatures, qu'est-ce qu'on met? On met ATP, méfantine, amoxicilline, ciprofloxacine et quoi encore? Je ne sais pas. Il y en a qui m'ont dit que le palud se traite en accompagnement avec cipro en même temps. Voilà. Donc, il y a ça qui se fait. Tu vois des patients qui viennent avec 3, 4, 5 antibiotiques. J'étais à la pharmacie et je leur ai dit que j'ai ci, ils m'ont vendu ça. Voilà, le patient il prend la chose pendant 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours même, il finit, tout ça ne va pas. Et c'est à cet instant il vient à l'hôpital. Merci Ganiat. Et chers téléspectateurs, d'abord, déjà, comment les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques? Si on ne choisit pas l'antibiotique qu'il faut, ou bien la dose qu'il faut, c'est vrai, ça peut faire quelque chose contre les microbes là, mais ça ne veut pas dire que ça va les tuer complètement. Soit ça calme leur efficacité, ou bien ça tue une partie. Donc, ces mêmes microbes, une autre fois, quand ils vont vouloir revenir, vont venir avec force. Soit ils vont se multiplier, s'associer à d'autres microbes, soit ils vont se transformer pour avoir plus de résistance, plus de force, c'est ça. Donc, la prochaine fois quand ils vont venir, ces mêmes antibiotiques que vous allez utiliser ne pourront plus travailler, jouer le rôle qu'ils doivent gérer. Parce que premièrement, au premier contact, ils n'ont pas été efficaces. Donc, les antibiotiques sont demeurés les mêmes, mais les microbes se sont transformés. Donc, c'est comme ça le processus d'antibiorésistance. Plus les microbes viennent, plus ils sont plus forts. Ouais. Alors, en plus de ces causes, Joannick, nous avons des conséquences de ces antibiorésistances. En première ligne, nous avons l'inefficacité du traitement. Le traitement n'est plus efficace puisqu'il y a une résistance des antibiotiques. En deuxième ligne, nous avons un retard de guérison. Alors, le patient revient plusieurs fois ou
après, lorsqu'il vient en consultation, je suis en train de prendre tel antibiotique depuis 1 mois, 2 mois, normal, persiste. Donc, le retard de guérison. Nous avons également la survenue des complications, voire le décès. Parce que dès qu'il y a résistance de plusieurs antibiotiques, déjà qu'on fait un antibiogramme, on voit parfois que le patient est pratiquement résistant à presque tous les antibiotiques qui sont disponibles dans le pays. Et là, on se met à chercher la molécule qui est sensible, ça devient cher. Et vu le niveau économique, les patients n'arrivent pas à endurer le traitement et puis le patient décède. Donc après ça, certains patients peuvent faire recours à des médicaments chers comme ce que je viens de dire, et parfois c'est pour longtemps, c'est sur plusieurs périodes par rapport à la guérison. Un traitement qui pouvait se faire pendant 5 jours, voilà. Maintenant ça peut aller à 10 jours. 10 jours, 14 jours. Avec un médicament beaucoup plus cher. Voilà, c'est les conséquences. Donc, si nous venons au vif du sujet, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter la résistance aux antibiotiques? Parce que c'est vraiment le but de notre vidéo, limiter la résistance que nous constatons aux antibiotiques. Et là, ça va avoir 3 volets. Il y a 3 personnes qui entreront en action. Déjà, la population, c'est elle qui consomme. Et là, déjà, la solution au niveau de la population, déjà, c'est d'éviter, je dirais, éviter de prendre des antibiotiques ou bien tout autre médicament sans une prescription médicale. Éviter cela. Et même s'il y a une prescription médicale, de respecter, que ce soit la durée, le moment de prise, la quantité de prise et la durée du traitement. Ça ne sert à rien de faire un traitement de 2 jours alors que le médecin a dit pendant 5 jours. Ça ne sera pas efficace. Non, pour la population, c'est cela. Pour nous, les médecins, les agents de santé qui prescrivons les médicaments, nous avons également notre part de responsabilité. Déjà, nous devons éviter de prescrire anarchiquement des antibiotiques. Ça ne sert à rien pour une infection virale de mettre un antibiotique. Ça ne marchera pas. Les prescriptions des antibiotiques à l'âge spectre, c'est ça, pour des infections minimes. C'est-à-dire pour de petites infections, nos chers collègues ou nous-mêmes, le palier 3, voilà, des antibiotiques à l'âge spectre, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, et ça fait partie comment on appelle, des complications. C'est ça. Mettre de ceftriaxone pour tout et n'importe quoi, alors qu'on pourrait mettre soit de l'amoxicilline ou bien un autre antibiotique. Ça aussi, ça nous revient à nous les médecins de pallier à cela. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir partager cela avec nous. Nous sommes à la fin, Galiath. Nous sommes effectivement à la fin de notre émission. J'avoue qu'il y a un passage que j'ai lu quelque part. D'ici 2050, si rien n'est fait, nous allons tous mourir d'une infection parce que les antibiotiques ne répondent plus. Et il y a une résistance, une mutation des bactéries, des virus et des champignons. Donc, faisons tous attention, que ce soit personnel médical, non médical. Notre suivi est très important. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que nous avons apporté un plus. Et Joannick, tu clôtures? Que dire à part merci de nous suivre, merci de partager nos vidéos, merci de liker,